Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, au lendemain de l'attaque de Munich, la presse allemande sous le choc. Les autorités restent mesurées, aucun lien n'a été établi entre l'État islamique et le tueur de 18 ans d'origine iranienne. L'attaque a fait 9 morts et 27 décès. Angela Merkel évoque une nuit d'horreur. L'armée libanaise déployée en force à Ersal dans la Bekaa, plusieurs ressortissants syriens ont été arrêtés. Un couvre-feu instauré et imposé dans la localité entre 22h et 7h. Au moins 20 personnes ont été tuées et 160 autres blessées ce samedi dans un attentat qui a visé une manifestation pacifique à Kaboul. Un germano-iranien de 18 ans a semé la terreur hier soir dans un centre commercial de Munich, dans le sud de l'Allemagne, abattant 9 personnes avant de se suicider. On dénombre également 27 blessés, dont 4 touchés par balle. Au lendemain de l'attaque, la presse allemande est sous le choc, mais les autorités restent mesurées. Aucun lien n'a été établi entre le groupe État islamique et le jeune homme, dont les motivations ne sont pas élucidées. Il était suivi sur le plan psychiatrique. Les explications de Sandrine Gomez. À 10h du jour, il y a les premiers hommages au pied du centre commercial. Quelques roses et des bougies que l'on allume en mémoire des victimes. Ces Munichois se réveillent à peine d'une soirée, puis d'une nuit d'angoisse. J'habite ici, je viens toujours dans le coin. Ma salle de sport est là, je fais mes courses, c'est mon quotidien. Je ne sais pas comment je vais me sentir en continuant à venir ici. Je suis choqué, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça et jamais je n'aurais pensé que cela pouvait arriver à Munich. Dans ce quartier commerçant habituellement si tranquille, les habitants ont tous vu ces images de clients apeurés, évacués sous les balles. Ils ont désormais le sentiment que quelque chose a changé à Munich. En tant que Munichois, je pense que je ne vais pas trop changer mes habitudes. Le danger est là depuis des années et il va rester tant que les criminels n'auront pas compris que ce qu'ils font est mal, mais je ne suis pas très optimiste. Dans les kiosques, les titres de la presse traduisent cette peur nouvelle. Bain de sang à Munich, titre le Bild, ou ici, la terreur et une ville dans la peur. Jusqu'ici épargnée, l'Allemagne se pose désormais des questions. Depuis cette attaque à la hache lundi dernier dans un train en Bavière, un jeune demandeur d'asile d'origine afghane ou pakistanaise, l'enquête le déterminera, avait blessé 5 personnes, un acte revendiqué par le groupe État islamique. Je vous disais en titre, première réaction de la chancelière allemande Angela Merkel après la fusillade à Munich. Dans des déclarations à la presse, elle évoque une nuit d'horreur. Une telle soirée est pour nous tous est difficile à supporter, dixit Angela Merkel. On l'écoute. Notre cœur est lourd et nous pensons à tous ceux qui ne reverront plus jamais leur famille. Nous pensons également aux familles, aux parents, aux enfants, pour qui la vie aujourd'hui semble vide et semble ne plus avoir aucun sens. Nous partageons votre douleur, nous pensons à vous et nous souffrons avec vous. Nos pensées vont également aux nombreux blessés. J'espère qu'ils se rétabliront rapidement et entièrement et qu'ils auront tout le soutien dont ils ont besoin. Cette soirée, cette nuit sont très difficiles à supporter pour nous tous et cela est d'autant plus difficile à supporter que nous avons connu l'attentat de Nice avec un mépris pour la vie humaine qui a coûté la vie à 84 personnes. Ensuite, la terrible attaque de Würzburg. Plusieurs blessés graves sont encore en train de lutter et aujourd'hui, je pense à eux. Quant aux motivations de l'auteur de l'attentat de Würzburg qui était arrivé il y a 1 an en Allemagne, eh bien, elles sont encore en cours d'analyse. Et hier, il y a eu les meurtres à Munich dans des lieux où nous aurions pu être, chacun d'entre nous. Nous vivons dans une société libre, dans une société humaine,
Et c'est dans cette liberté et dans cette humanité que nous tirons notre force. De nombreux messages de soutien sont arrivés de l'étranger. Les gouvernements, des personnalités de nombreux pays nous ont dit qu'ils pensaient à nous, qu'ils étaient à nos côtés et qu'ils étaient prêts à nous aider, et nous les remercions de tout cœur. Cela fait du bien au cœur de penser que nous pouvons compter sur cette solidarité et sur l'appui des autres dans notre lutte contre le terrorisme et la violence. Dans le reste de l'actualité, l'armée libanaise déployée en force à Ersal, dans la Bekaa, la troupe a effectué ce matin des patrouilles dans les secteurs de Wadi el-Arnab, Wadi el-Hosn, Wadi Atta et Wadi el-Rayyan. Plusieurs ressortissants syriens ont été arrêtés. La municipalité de Ersal a imposé hier un couvre-feu aux ressortissants syriens qui habitent la localité entre 22h et 7h à partir de lundi. Une mesure qui intervient 2 jours après une embuscade contre le maire de la localité. L'invité de ce journal, Olivier Kadic, sénateur des Français établis hors de France. Il était de passage à Beyrouth cette semaine où il a rencontré les principaux responsables libanais, dont le Premier ministre Tamam Salam et le commandant en chef de l'armée, le général Jean Karouaji, ainsi que le ministre libanais de l'eau et de l'énergie, Arthur Nazarian, avec qui il a évoqué le projet de création d'un centre d'information et de formation des métiers de l'eau. On l'écoute. Rencontrer tout d'abord le ministre de l'énergie et de l'eau, Arthur Nazarian. C'était dans le prolongement du travail qu'on avait engagé il y a un peu plus d'1 an pour faire émerger le centre d'information et de formation des métiers de l'eau. J'ai beaucoup travaillé sur ce projet en fait en termes de soutien pour l'action du directeur général Fadi Komer du ministère pour faire en sorte que ce projet qui était labellisé par l'Union pour la Méditerranée voit le jour. Vu la démarche, le ministre Nazarian m'a proposé de rencontrer le Premier ministre, Tamam Salam, et ça a été parce qu'en fait, il a une phrase très simple pour exprimer la difficulté à laquelle est confronté le Liban. Le Liban est donc un peu comme un haltérophile face à cette crise des réfugiés syriens et il supporte un poids énorme. Et si on rajoute encore quelques kilos, il peut un jour plier sous la charge. Et donc, il voulait vraiment attirer mon attention sur la situation qui est quand même assez critique. Et donc, j'ai pu rencontrer le Premier ministre, qui est un homme vraiment d'ouverture, qui m'a pédagogue, je dirais brillant dans l'approche, et qui m'a présenté une situation en m'expliquant que l'aide internationale au Liban ne devrait pas être conditionnée. Elle devrait être pour le Liban de manière à lui permettre au gouvernement d'agir au bon endroit, au bon moment, plutôt que de vouloir répondre à des indications qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est un message que je vais faire passer en rentrant. Et j'ai rencontré aussi le général Arwaji, qui m'a aussi qui a enrichi ma réflexion. Il m'a présenté la situation, la manière dont l'armée libanaise fait front. J'ai beaucoup aimé son engagement et la manière, la lucidité avec laquelle il anticipe les attaques de Daesh et d'Al-Nosra. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette expérience en France particulièrement, mais aussi en Europe, car l'Europe aujourd'hui n'est pas prête en termes de sécurité passive, n'a pas l'expérience qu'a le Liban. Et je lui dis que j'aimerais beaucoup qu'au Sénat, en France, il soit auditionné, qu'on puisse écouter son message, qu'on puisse bénéficier de l'expertise du Liban dans ce domaine. On a beaucoup à apprendre. La communauté internationale doit s'investir pour aider le Liban à régler tous ces problèmes-là, qui sont des problèmes économiques, sociaux, sécuritaires. Ce sont des problèmes complexes qu'on ne règle pas d'un claquement de doigts. Donc, je pense qu'il faut écouter ce qu'a dit le Premier ministre. Et il faut l'entendre, pas seulement l'écouter. Il faut travailler avec le gouvernement libanais de façon tout à fait lucide sur la manière d'aider. Parce que ce qui compte, c'est ce qui va se passer pour le peuple libanais. Je dirais dans mon pays, en France, mais aussi à tous les Européens, on ne peut pas laisser le Liban tout seul
pour voir comment il va s'en sortir. Il faut absolument venir aider. Et puis comment on va aider, eh bien ça se discute avec les gens en place. Et s'il y a des choses à faire évoluer, eh bien on le discutera, mais il faut que tout le monde soit autour de la table et rechercher le consensus. Je crois que c'est quelque chose dont on a l'habitude un peu au Liban quand même. Je suis impressionné par ce pays, par les gens qui y vivent, par cette diversité. Et honnêtement, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du Liban. Et j'aimerais que beaucoup plus d'Européens viennent vivre l'expérience que moi j'ai eue, parce qu'on en sort beaucoup plus riche. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, au moins 20 personnes ont été tuées et 160 autres blessées ce samedi dans un attentat qui a visé une manifestation pacifique à Kaboul, un attentat commis par un kamikaze à pied au milieu de la foule. Le groupe État islamique a revendiqué cette attaque. Les manifestants issus de la minorité Hazara protestaient contre un projet de ligne à haute tension qui délaisse leur territoire dans la province de Bamiyan, la moins développée d'Afghanistan. Le dernier attentat enregistré à Kaboul remonte au 30 juin contre un convoi de jeunes policiers. C'était il y a 5 ans, souvenez-vous, le 22 juillet 2011, l'extrémiste de droite Anders Breivik massacrait 77 personnes en faisant d'abord exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo. Il avait ensuite ouvert le feu pendant plus d'1 heure lors d'un rassemblement de jeunes travaillistes piégés sur l'île d'Utøya. 5 ans après, la Norvège s'accroche à ses valeurs, loin de la tension du tout sécuritaire. En août 2012, Anders Breivik a été condamné à 21 ans de prison, une peine susceptible d'être prolongée indéfiniment. Son procès, qui a duré 10 semaines, est considéré comme un modèle de respect de l'état de droit en Norvège. Hillary Clinton n'a pas pris de risque. Sans surprise, la candidate à la Maison-Blanche a annoncé avoir sélectionné Tim Kaine, sénateur de Virginie, à la solide stature politique, comme colistier pour l'élection présidentielle de novembre. Ce choix a été dévoilé quelques jours avant l'ouverture lundi de la Convention démocrate à Philadelphie, au cours de laquelle l'ancienne secrétaire d'État doit être formellement investie par son parti. Sandrine Gomez nous en dit plus. Ces dernières 48 heures, l'annonce était imminente. Mais le sénateur Tim Kaine, 58 ans, sourire décontracté, s'amusait encore à brouiller les pistes. Je suis un sénateur heureux, je ne recherche pas un autre job. La répartie d'un homme politique aguerri. Hillary Clinton l'a finalement choisi comme colistier à la Maison-Blanche. Car entre les deux, le courant passe, comme ici lors de son meeting en Virginie. Je suis si heureux de vous présenter notre grande amie et la prochaine présidente des États-Unis, Hillary Clinton. Tim Kaine a plus d'un atout dans son jeu. Son expérience politique tout d'abord. Ancien maire de Richmond, il siège à la commission des affaires étrangères et du contre-terrorisme au Sénat. Les médias saluent un homme de dialogue avec la communauté hispanique grâce notamment à un espagnol parfait, mais aussi avec les musulmans. Exemple ici en Virginie. Donald Trump vient d'officialiser sa candidature à l'investiture républicaine. Tim Kaine, avocat des droits civiques, tente alors de les rassurer. Il y a une laideur dans la rhétorique chez certains, pas la majorité, quand ils parlent de la communauté musulmane. Donc ceux d'entre nous qui ont des responsabilités doivent s'insurger contre. Mais malgré ses qualités, l'homme ne fait pas l'unanimité au sein des démocrates. L'aile gauche du parti le trouve trop libéral et lui reproche son soutien au partenariat transpacifique. Partenariat pourtant dénoncé par Hillary Clinton et son rival à la primaire, Bernie Sanders. La candidate à la Maison-Blanche semble donc avoir fait le pari d'un colistier centriste. L'ancien gouverneur pourrait lui faire gagner la Virginie, état clé lors de l'élection en novembre. Il pourrait aussi séduire des républicains modérés, effrayés par le discours trop populiste de Donald Trump. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Au lendemain de l'attaque de Munich, la presse allemande est sous le choc, les autorités restent mesurées. Aucun lien n'a été établi entre le groupe État islamique et le tueur de 18 ans d'origine iranienne. L'attaque a fait 9 morts et 27 blessés.
L'armée libanaise déployée en force à Ersal dans la Bekaa, plusieurs ressortissants syriens ont été arrêtés. Un couvre-feu aux ressortissants syriens a été imposé dans la localité entre 22h et 7h. Au moins 20 personnes ont été tuées et 160 blessées ce samedi dans un attentat qui a visé une manifestation pacifique à Kaboul. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon week-end à toutes et à tous.